Dans la forêt de Jean Higland aux éditions Gallmeister 2017. C'était au début de septembre dernier. Les matins étaient frais, couverts d'une brume venue du littoral, les après-midi lourds de chaleur et les soirées qui suivaient amples et douces, avec l'air sur nos bras nus comme de la soie et des nuages roses hauts dans le ciel d'un bleu s'assombrissant. Le potager avait connu des jours meilleurs. Les laitues et les épinards et la moutarde étaient montés en graines des mois auparavant. Nous avions mangé depuis longtemps tous les radis et les petits pois, et nous arrivions à la fin du maïs et des betteraves et des carottes. Les haricots et les courgettes et les tomates commençaient à diminuer, et dans le verger, les pommes étaient presque prêtes à être ramassées. Père disait que nous nous en sortirions. L'électricité serait bientôt rétablie, promettait-il. Le téléphone marcherait à nouveau et il ferait du stop pour aller chercher de l'essence en ville. L'école primaire de Redwood rouvrirait, Eva reprendrait ses cours de danse et passerait son audition, et je pourrais me préparer sérieusement pour mes tests en novembre. C'était comme si le garrot que le chagrin avait posé sur nos vies se desserrait enfin. Père disparaissait encore souvent à l'étage, bien avant le coucher du soleil, mais les heures qu'il passait à couper du bois et à jardiner semblaient lui procurer une nouvelle vigueur. Il n'était plus aussi distant qu'il l'avait été, et parfois il rompait son deuil d'une plaisanterie. Pendant ce temps, je lisais, ou plutôt relisais, tous les romans qui se trouvaient dans la maison. J'étais depuis longtemps venue à bout de la dernière pile de livres de la bibliothèque. Mes cassettes de langue se taisaient, l'ordinateur était une boîte couverte de poussière, les piles de ma calculatrice étaient mortes. Aussi, retournais-je au roman pour me nourrir de pensées et d'émotions et de sensations, pour me donner une vie autre que celle en suspense qui était la mienne. Siddhartha, Bilbo le Hobbit, Le Carnet d'Or, Tess d'Iberville, Chronique martienne. Quand je lisais un roman, j'étais plongée, immergée dans l'histoire qu'il racontait, et tout le reste n'était qu'une interruption. Je pouvais lire pendant plusieurs heures d'affilée, et chaque fois, quoi que ce soit me dérangeait, une question, un repas, la tombée de la nuit, je me hérissais, agacée. De temps en temps, je me surprenais à rêvasser à Ellie, mais le sentiment d'urgence s'était en grande partie dissipé de ses fantasmes. Son souvenir était comme un vieil ours en peluche, tout usé, quelque chose dont je dépendais autrefois mais qui avait fini par passer. Il m'arrivait encore de m'y cramponner par habitude, mais j'étais arrivée à la conclusion qu'Eva avait raison. Ellie n'était pas fait pour moi, et je n'avais même pas commencé à imaginer son remplaçant. Le garçon que je rencontrerais à Harvard. Le matin, nous faisions des conserves. Mère avait hérité de bocaux qui lui venaient de parents âgés des deux côtés de sa famille, et parfois elle préparait quelques pots de douceur. Des carottes aux herbes aromatiques, ou des pêches épicées, ou du chutney de tomates. Après sa mort, nous avons trouvé dans le garde-manger presque un carton entier de bocaux. Et un soir d'été, quand les plants de tomates croulaient sous les fruits, que les betteraves saillissaient de terre et que les haricots pendaient tels de longs doigts de leurs tiges souples, Père s'est installé sur la terrasse, le livre des conserves maison étalé sur ses genoux, pendant qu'il passait de la table des matières à l'index. Au bout d'un moment, alors que le dernier nuage rose se teintait de noir bleuté dans le ciel au-dessus de nous, il a fermé le livre, a levé les yeux et a déclaré : « C'est décidé, les filles. Cet été, nous mangerons ce que nous ne pouvons pas conserver, et ce que nous pouvons conserver, nous en ferons des conserves. » Il s'est mis à nous réveiller tous les jours à l'aube, et chaque matin, nous ramassions, et lavions, et épluchions, et coupions, et mettions en bocaux, et stérilisions, jusqu'à ce que les plis et les crêtes papillaires de nos doigts soient tachés de façon permanente par le jus de tomates, des betteraves, des prunes, et nos visages et nos bras rouges, gonflés à cause des marmites d'eau bouillante au-dessus lesquelles nous étions, semble-t-il, constamment penchés. Le poêle à bois devait ronfler pour maintenir l'eau dans la marmite en ébullition rapide, comme le préconisait le livre des conserves maison.
Au milieu de la matinée, il faisait si chaud dans la maison que c'était presque une corvée de respirer. Petit à petit, les tas de fruits diminuaient et les piles de noyaux et de pelures grossissaient. Petit à petit, la table se couvrait de bocaux de fruits bouillonnants, et par-dessus le ronronnement du feu, nous commencions à entendre les petits pocs des couvercles qui se fermaient hermétiquement en refroidissant. Et petit à petit, Eva et moi étions de moins en moins indispensables et de plus en plus bougonnes, et mon père finissait par dire « Allez, Oust, je vais terminer cette série, et 21 bocaux d'1 litre. Voilà une bonne matinée de travail. » Un jour, j'ai lâché d'un ton brusque. « À quoi ça sert de faire tout ça? Je croyais que tu avais dit que tout redeviendrait bientôt normal. » « Oh, je ne sais pas, a-t-il répondu d'une voix un peu trop égale. Je suppose qu'un bocal de fruits en conserve sera toujours utile à un moment ou à un autre, ou au moins comme monnaie d'échange. Et puis ce serait une honte de gâcher quoi que ce soit en ce moment. Je me suis renfrognée et Eva et moi avons couru dehors dans la chaleur plus supportable, laissant à notre père les soucis et le rangement. Aujourd'hui, je me demande s'il n'en savait pas plus qu'il ne voulait l'admettre quand il insistait pour que chaque matin nous travaillions jusqu'à ce que les bocaux que nous possédions soient remplis. Il restait moins d'une centaine de couvercles dans le carton que notre mère avait acheté, et même les pommes que le vent avait fait tomber et les pêches piquées par les abeilles étaient mises en conserve et rejoignaient les étagères surchargées du garde-manger. Quant à l'heure la plus chaude de la journée, il sortait enfin de la maison. C'était pour travailler dans le potager ou couper du bois dans la forêt. J'avais l'intention de remettre des bardeaux au toit et de consolider la buanderie cet été, a-t-il annoncé ce jour-là, mais pour l'instant, j'ai l'impression que les vivres et le bois sont plus importants. Il voulait, disait-il, rentrer et faire sécher avant les pluies de l'hiver suffisamment de bois de chauffage pour tenir au moins 3 ans. Et il voulait en couper aussi pour en vendre. On a intérêt à avoir un peu d'argent d'avance cet automne, a-t-il dit une fois. On peut être sûr que l'école publique sera la dernière institution solvable qui soit. Et j'ai 2 filles qui réclament une dot un de ces jours. Ou du moins des chaussons de danse ou de quoi payer leurs frais de scolarité et du rouge à lèvres. Je savais qu'il essayait d'arranger ce qui s'était dégradé entre nous, mais alors même que je brûlais d'envie de plaisanter avec lui, le ressentiment me serrait la gorge. Une part de moi rêvait de l'entendre me charrier, rire et m'appeler Pumpkin. Mais une autre se hérissait encore, furieuse de le voir heureux, et tout aussi furieuse qu'il ne l'ait pas toujours été. Je m'accrochais au pouvoir de la colère, à l'assurance d'avoir le dessus, et quand il a vu que je refusais une fois de plus son offre de paix, il a ramassé sa tronçonneuse et sa scie à archer et a quitté la clairière, lançant par-dessus son épaule tout en s'éloignant. Il était une fois un pauvre bûcheron qui n'avait rien qu'une petite fermette dans les bois et 2 solides filles qui voulaient du rouge à lèvres.